Bonsoir à tous, merci à ce concert d'arriver, à ce concert pour le climat. Nous sommes très fiers et très émus d'avoir ce premier rendez-vous entre la chorale et puis les causes environnementales. J'aimerais, avant de commencer donc le concert, eh bien, vous proposer d'accueillir les musiciens. On les applaudit bien fort, merci. Très bien, alors maintenant qu'ils sont là, vous voyez qu'ils sont nombreux mais pas tellement, je vous demande d'accueillir maintenant le chœur de la Clé des Champs ensemble. Messieurs et mesdames, André. Allez. Ils sont timides, allez-y. Merci à tous. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire assistante de direction, Julia. Allô. Monsieur le Président Jean Chambaz, Monsieur le Doyen Alain Talon, Madame la Vice-Présidente Claire Stoltz, Monsieur le Vice-Doyen Frédéric Billet, Monsieur le Vice-Doyen David Isidore, Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de votre présence ce soir parmi nous. L'université est un lieu de formation, c'est également un grand lieu de recherche. Mais l'université, c'est aussi un lieu de vie pour ses usagers. C'est le cadre de la vie étudiante avec ses associations, ses événements et ses initiatives. Le spectacle auquel vous allez assister s'inscrit dans cette dimension, à mi-chemin entre musique et cause environnementale. Cette soirée se composera de musique et de prise de parole des étudiants de Sorbonne Université et des personnalités ici présentes, M. Yann Arthus Bertrand et M. Aurélien Barrault. Nous les remercions d'avoir accepté notre invitation. Je prends la parole rapidement pour vous dire que mon père étant souffrant ne pourra pas se joindre à nous pour des raisons de santé, mais comme à chaque concert, il nous souhaite bon succès. Les bénéfices générés par notre rencontre d'aujourd'hui iront à l'association Loupa, une association créée en 2016 par des étudiants de Sorbonne Université en vue d'agir pour le développement durable. Ce concert a été rendu possible grâce au soutien de différentes instances universitaires, parmi lesquelles les services culturels de la Faculté de Lettres et de la Faculté de Sciences, en particulier M. Yann Migoubert et Mme Hélène Robin, le fonds IDEX de Sorbonne Université, les équipes de la vie étudiante. Nous saluons au passage M. Sertactas
vice-président étudiant de l'université, le fonds FSDIE Sorbonne Université, notre ingénieur du son, Olivier Jacquet, notre régisseur lumière, Manuel Meyer, toute l'équipe des bénévoles qui ont rendu possible ce concert par leur investissement, leur disponibilité et leur créativité. Au nom de la Clé des Champs, nous vous souhaitons une très agréable soirée. Merci Julien. La soirée prendra donc la forme d'alternance entre de la musique et des prises de parole. Je vous demande d'accueillir maintenant sur scène Monsieur Aurélien Barraud. Aurélien, je te passe le micro. Merci, bonsoir. Donc, j'ai appris il y a 5 minutes que je devais parler, donc ça va être un peu improvisé, et donc ça va être rapide, tant mieux. Je voudrais juste vous faire remarquer que mundus, en latin, comme cosmos, en grec, contient l'idée d'harmonie, de convenance raisonnable. Et en ce sens, je crois que nous pouvons dire que nous avons déjà tué le monde. Nous avons déjà tué le monde parce que nous nous sommes extraits de cet état naturel qui était le sien, et notre responsabilité aujourd'hui est immense. Nous avons collectivement décidé de léguer, non pas aux générations futures, mais à un avenir déjà tangible, un espace bientôt nervuré de guerre, de pandémie, de famine. Ce ne sont pas des projections collapsologiques, c'est l'analyse rationnelle, factuelle de l'état écologique de la planète. Alors, bien sûr, quelque chose est possible, mais je crois qu'il faut prendre la démesure de l'enjeu. Je crois qu'aujourd'hui, ne pas chercher une extraction de ce système mortifère relève d'un crime contre l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, ne pas prendre conscience de l'ampleur du désastre relève d'un crime contre la vie. La priorité, à mon sens, ce n'est même pas de sauver le climat. La priorité, c'est de repenser ce qu'est la vie sur Terre. Nous avons, dans les 40 dernières années, perdu 70% des êtres vivants sur cette planète. Et ça n'a rien à voir, à ce stade, avec le réchauffement climatique. D'abord, c'est à cause de la perte des espaces. Nous avons tellement envahi les espaces que les vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre, et donc ils meurent. Ensuite, c'est à cause de la pollution. Dans les 4 dernières années en France, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme, ce qui n'excuse pas ce dernier, mais devrait peut-être nous inviter à réfléchir un petit peu. Et troisièmement, c'est vrai, dans le long terme, il y aura ce catastrophique réchauffement climatique. Parler aujourd'hui de 1 ou 2 degrés est une blague. Nous n'en sommes évidemment plus du tout là. Alors, que faire ? Je ne sais pas bien, mais j'entrevois quand même beaucoup de possibilités, n'est-ce pas, d'action. D'abord, bien sûr, au niveau de l'éthique individuelle, on sait tous que les petits gestes ne nous sauveront pas. C'est absolument certain, mais rien ne serait pire que de ne pas les faire, ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas y avoir de révolution globale sans qu'elle soit infléchie par un comportement local. Ensuite, bien sûr, il y a l'économie, le pacte finance-climat, beaucoup d'exemples, beaucoup d'idées, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il est un fait scientifique que le développement durable, ça n'existe pas. L'ennemi, c'est la croissance. C'est pas politiquement correct, mais c'est vrai. Si on continue comme ça, on est mort, et de toute façon, il y a déjà eu beaucoup de morts. Donc c'est pas une crainte de l'avenir, c'est un constat sur ce qui est en train d'advenir. Ensuite, il y a évidemment la dimension politique. Nous sommes tous faibles à l'échelle individuelle, mais nous savons parfois nous raisonner à l'échelle globale. Bien sûr, il faudrait aller tellement plus loin que ce qui est aujourd'hui envisagé, que le début de l'infléchissement n'a pas encore été considéré, mais on peut rêver d'une éventuelle prise de conscience qui, là encore, ne sera pas suffisante, mais pourrait, s'il s'agissait d'un virage à 180 degrés, accompagner un peu la situation face à ses effets les plus désastreux, si tant est, bien sûr, que nous pensions dans une logique de partage. Quatrièmement, il y a une dimension symbolique. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très facile à mettre en œuvre. Elle ne dépend pas du pouvoir politique, elle ne dépend pas du pouvoir économique. Il suffit que nous changions notre regard. Vous savez, on aime tous être aimés et on agit pour plaire, très souvent. Et quand on aura collectivement décidé qu'une bicyclette est plus sexy qu'une voiture de sport, plus personne ne voudra de voiture de sport. Et ça ne dépend que de nous. Je crois qu'on peut ringardiser les attitudes prédatrices qui, pour le moment, sont plutôt méliorativement connotées.
Cinquièmement, il y a une dimension philosophique, évidemment. Je crois que, vous savez, le péché primordial de l'Occident moderne, c'est cette séparation, cette coupure d'avec la nature. On ne doit pas défendre la nature, on doit juste comprendre qu'on est une partie de la nature. Donc ça demande évidemment une manière fondamentale de revisiter toutes nos valeurs, tout notre être au monde. Et vous savez, aujourd'hui, le plus grand péril, ce serait de ne rien changer. Donc je crois qu'il faut explorer tous azimuts et puis peut-être essayer de conjurer un peu cette peur panique qui est la nôtre face à toutes les formes possibles de différence ou d'autres ontologies ou d'autres rapports au monde. Et pour finir, je crois qu'il y a une dimension poétique, parce que le poète, c'est celui qui, dans l'intime de son texte, est toujours extrêmement rigoureux, extrêmement modeste, extrêmement humble, mais qui sait aussi qu'à chaque instant, il peut réécrire la totalité de la grammaire du réel. Je dirais donc que l'avenir sera poétique ou ne sera pas. Merci.
Merci à tous. Première partie pour le climat. Donc j'aimerais maintenant savoir si Rachel, Antoine est avec nous avec des micros. Voilà, donc je vais redonner la parole à notre cher Aurélien. Si vous avez des questions à lui poser, des échanges, c'est le moment, profitez-en, il n'est pas là pour longtemps, pour des questions sur tout ce qui peut concerner la question du réchauffement climatique. Aurélien, c'est à toi. Décidément, que de surprise. Mais c'est presque sacrilège de parler après ça. Ça va très bien ensemble. Parce que, voilà, la situation de la Terre aujourd'hui, c'est l'enfer. Et là, vous nous avez donné quelque chose de sacré. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Julia l'a présenté au début. Est-ce que Julia est là avec sa fiche? Est-ce que tu veux venir représenter Aurélien? Aurélien Barraud est astrophysicien spécialisé dans la physique des particules. Il est également un homme extrêmement engagé dans la cause du réchauffement climatique. Et donc, je vais redonner la parole à Julia pour qu'elle le répète une fois. Vas-y, comme ça sera fait. Alors Benoît vient de tout récapituler très bien. Du coup, Aurélien Barraud est un astrophysicien spécialiste des particules. Il y a un, oui, je crois qu'il y a un, il y a un, voilà, il y a un défaut, enfin un faux contact, je pense, sur le micro. Et je vais repasser la parole à Aurélien Barraud. Décidément, décidément. Je vais venir m'asseoir avec toi. 2 minutes. Alors. Bon. Pas facile de passer d'un neurone à l'autre. Il y a le neurone musique et le neurone astrophysique, le neurone environnement. Donc Aurélien s'est fait connaître effectivement récemment pour ses prises de position. Il est à l'origine d'un manifeste de 700 scientifiques sur la cause contre, enfin pour le réchauffement climatique. Et donc il a à cette occasion donc fédéré autour de lui une immense démarche. Il y a la marche du siècle, si je me rappelle bien, et la démarche. Je parlais aussi du plan climat. Vous savez, nous avons les élections européennes qui ont lieu prochainement. Et donc, il y a des grands projets sur le réchauffement climatique qui sont, enfin, contre le réchauffement, enfin, pour, enfin, contre, qui sont faits. Et donc, voilà. Donc, on est dans cette démarche avec lui. Et il va être certainement très engagé dans les années à venir. Ce que j'apprécie particulièrement en lui, c'est qu'il a cette, évidemment, spécialité astrophysique qui est la même que celle que j'ai depuis ma plus petite enfance. Mais il a également cette passion pour ce qui est la poésie, les sciences. Il est très engagé au niveau climat. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, Aurélien? Est-ce que ça te va? Oui, en fait, oh là, c'est fort. Oui, en fait, je crois que il n'y a pas de spécialiste face à ce qui se passe en ce moment. Oui, il y a des climatologues qui sont évidemment plus compétents pour parler du climat que vous et moi, c'est vrai. Mais le problème auquel on fait face en ce moment, ce n'est pas le problème du climat, c'est le problème de la mort qui est en train de gagner la Terre. Et donc pour aborder ce problème, il faudrait être climatologue, bien sûr, mais aussi être écologue, être politicien, être physicien, être biologiste, être anthropologue. Personne n'a la compétence pour traiter ce problème dans toute son étendue. Et quand personne n'a la compétence, je crois ce que ça signifie en réalité, c'est que nous avons tous la compétence. Parce que ce qui se passe est simplement trop grave pour l'abandonner à quelques experts. Ça vous va? Alors, comme vous êtes bien sage, si vous êtes un peu intimidé, il est bon, hein, je vous propose, on va refaire un peu de musique et vous méditez quelques questions. Ah, on en a une ici. Rachel. Oui. Comme on est en période transitionnelle, dans des espaces transitionnels, des objets transitionnels, des sujets transitionnels, des activités transitionnelles, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu sur une notion clé, je pense, qui est celle de l'humanité, car le Conseil de l'Europe est en train de remplacer cette notion qui est l'essence de ce que nous sommes, par le terme humanité. Pardon, j'ai un accent fort. Humanité en pluriel. Actuellement, dans le Centre Pompidou, il y a une exposition de scientifiques renommés, des artistes, dans certains clusters de Berlin, avec quelques Canadiens, quelques gens qui travaillent beaucoup sur l'hybridation,
sur les processus un peu trop alambiqués entre science et art, où on perd totalement, j'ai adoré votre terme de poétique du futur, parce qu'on est en train de faire l'inverse. On est en train de matérialiser, donc de dépoétiser, des notions extrêmement dangereuses. On est en train de... vous savez, je peux dire que je suis grecque, donc on a un petit peu accès encore à quelques termes de la tragédie qui sont très proches à ceux de la silence. C'est très intéressant de voir le rapport entre les choses plutôt que les choses elles-mêmes. Et donc c'est le mot vena, deina peut-être dans la prononciation érasmienne. Ce sont des choses qu'on ne dit pas dans la poésie. Juste une question, madame. Quelle est votre question? Quelle est ma question? Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser le processus de dépoétisation, de matérialisation de ce qui devait être métaphorique? C'est-à-dire l'art, actuellement l'art, est en train de se faire matière. Bien sûr, madame. Est-ce que vous avez une question à poser à M. Barrault? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons 150 musiciens qui attendent et nous voudrions... dans cette fusion magnifique de science et de l'art pour rétablir les rapports science-art. Je suis désolée si c'était long. Mais finalement, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque très intéressante que vous avez faite. Mais c'est vrai que, puisque vous êtes grec, vous savez, traegodia en grec, c'est le chant du bouc. Et le chant du bouc, ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que les Grecs avaient cette conscience que n'avaient pas les Romains, que tous les choix sont mauvais. Mais tous les choix ne sont pas également mauvais. Et c'est ça que nous rappelle le cœur dans les tragédies d'Échille et de Sophocle. C'est que, certes, Agamemnon devait sacrifier sa fille pour gagner la guerre de Troie, mais qu'il ne devait pas le faire le cœur léger. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de tout sacrifier le cœur léger, et que je crois qu'effectivement, réintégrer une sorte de conscience à la fois des origines, mais aussi du flux de devenir, c'est exactement ce qui nous manque. Peut-être des anthropologues peuvent nous aider, par exemple des scolas, en étudiant comme ça les modes d'hybridation entre l'animisme, le totémisme et toutes les ontologies qui ne sont pas les nôtres, proposent des manières d'extraction de cette vision monolithique qui est effectivement également réifiante.
Merci. Je vous demande d'accueillir maintenant pour la partie soliste prochaine Delia et Alix.
1, 2, on m'entend? Je vous jure, ce sont vraiment des étudiantes de la Sorbonne. Bien. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à quelques questions à poser à Aurélien Marot? Oui, on a une question ici. Bonsoir. Donc on voit qu'il y a une urgence climatique, enfin une réelle urgence, mais on voit qu'il y a encore des gens qui refusent ou qui ne veulent pas écouter, malgré les preuves, malgré tout ce que peut dire la science. Est-ce qu'il y aurait des solutions? Comment faire avec ces gens-là? Enfin, comment avancer, même si des gens nous tirent en arrière? Oui, donc comme tu dis, il y a une urgence climatique et j'insiste beaucoup sur le fait qu'elle n'est pas que climatique. C'est-à-dire que quand bien même il n'y aurait aucun réchauffement climatique, nous aurions quand même perdu 70% des êtres vivants dans les dernières décennies. Donc l'urgence est globale. Le climat n'est qu'un des aspects de cette question immense, mais effectivement, ça en fait partie. En réalité, je crains que nous soyons tous un peu ces gens que tu évoques. Parce que, bien sûr, la plupart d'entre nous ici sont vraisemblablement au courant qu'il y a un problème réel et nous ne sommes pas dans le déni du problème. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que si on croit vraiment qu'on va pouvoir inverser la tendance avec quelques éoliennes et en interdisant les pailles en plastique, finalement, on ne vaut pas tellement mieux qu'eux. Si on voulait que quelque chose change, il faudrait un revirement tellement drastique que finalement pratiquement aucun d'entre nous ici ne serait prêt à le vivre. Parce que ça signifierait qu'il faudrait mettre en œuvre une révolution qui nuirait à notre qualité de vie, quelle que soit la position sociale qu'on occupe. Les riches ou les pauvres y perdraient dans tous les cas. Et je ne crois pas qu'à court terme, nous soyons prêts à sacrifier ça en réalité. Donc je pense qu'effectivement il y a plusieurs niveaux de déni. Il y a le déni des faits. Bon, ça, on ne peut pas grand-chose contre ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% des gens en France qui pensent qu'il n'y a pas de problème. Bon, je crois que là, effectivement, c'est une telle énormité, c'est un peu comme les platistes, quoi, hein, comme les gens qui pensent que la Terre est plate. Bon, c'est pas très grave, on ne pourra jamais rien faire contre ça. Mais l'ennui, c'est que la prise de conscience du problème n'est pas performative, c'est-à-dire qu'elle n'engendre pas l'action. Et quand on y réfléchit un peu, et moi je suis venu plutôt de manière assez sereine en quelque sorte, on se rend compte que la nécessité de la transition qui serait nécessaire, en fait, nous ne sommes pas prêts à la mettre en œuvre. Et quand bien même on la mettrait en œuvre, on n'éviterait pas, en fait, la plupart des catastrophes. Alors souvent, quand on dit ça, on dit « Oh, mais il ne faut surtout pas dire ça, on va démobiliser ». Moi, je crois qu'il faut juste arrêter de prendre les gens pour des idiots, il faut dire la vérité. Et puis, avec la vérité, on va essayer de faire au mieux. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va tous mourir d'ici 20 ans, évidemment. Ça ne veut même pas dire que l'humanité va disparaître. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement s'attendre à un biocide qui est déjà en cours, à la 6e extinction massive et à une situation de régression comme n'en a pas connu vraisemblablement l'humanité depuis des millénaires. Bon, certains s'en rendront compte un peu plus tard que d'autres. Quelque part, tant pis pour eux, parce que ce qui est bien connu aujourd'hui, c'est que dans les situations de crise, ceux qui s'en sortent, en fait, sont ceux qui étaient déjà dans un système d'entraide précédant la crise. Donc, finalement, quand on prend conscience aujourd'hui que la meilleure manière de pallier la catastrophe, c'est de faire preuve d'un peu de générosité et d'humanisme, justement au sens initial, c'est-à-dire pas dans l'opposition à l'animalisme, en traçant de nouveaux pactes, de nouvelles alliances avec le vivant, ben, voilà, plus tôt on aura compris ça, mieux on fera face aux catastrophes à venir, je crois. Oui. Je suis effectivement tout à fait d'accord avec votre constat, hein, c'est effectivement parfait, puisqu'il ne faut absolument pas rester sur le réchauffement climatique, pas du tout. Hein. Et par rapport à cette... vous avez répondu plus ou moins à ma question, mais c'est vrai que j'avais envie de rappeler qu'on le dit beaucoup moins maintenant, mais dans les médias, on parlait de guerre économique, qu'on était dans une société fantastique, tout allait très vite, et c'était la guerre économique. Et j'étais vraiment effaré de dire, et on utilise le mot guerre aussi facilement que ça. J'étais vraiment, et je pense qu'effectivement on ne le dit plus, mais on ne se rend pas compte que voilà les faits, quoi. Enfin, je pense qu'on est en train de faire une fin de guerre et on est capable de faire un état de dévastation. Hein. Donc c'est bien dommage, mais on pourrait peut-être le redire en disant voilà ce on a créé, un état de guerre et le résultat qui va suivre après. Et est-ce qu'il faut parler est-ce qu'on faut oser parler enfin maintenant de mot de décroissance?
Qu'est-ce que vous en pensez? Ce mot décroissance qui était un gros mot énorme depuis des années, depuis Moi, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il faut juste que le sérieux change de camp. Quand on entend aujourd'hui des gens prétendument sérieux nous disent « Tiens, bonne nouvelle, la croissance a augmenté de 0,2 points ce mois-ci », c'est juste une manière de dire on est face au mur et on accélère et donc on doit s'en réjouir. Ça n'a absolument aucun sens. C'est un fait, c'est pas une croyance, c'est pas de gauche ou de droite. C'est un fait qu'actuellement, l'empreinte écologique est exactement proportionnelle au PIB, c'est-à-dire que la croissance matérielle est très exactement ce qui est en train de nous tuer. Ça a eu des bienfaits dans le passé, hein, c'est pas idéologique, c'est incontestable que cette croissance matérielle nous a permis de faire des progrès en médecine, en accès à l'eau potable, etc. Il ne s'agit certainement pas de revenir à l'âge de pierre, mais c'est pas parce que quelque chose a marché que cette chose va marcher éternellement, et actuellement, évidemment, la tendance s'est inversée, et vous savez, une croissance éternelle dans un monde fini, c'est ce qu'on appelle en physique une instabilité. Une instabilité, ça veut dire que le système va cracher. Et on sait très bien d'ailleurs à quelle échelle de temps il va cracher. Donc parler de décroissance, c'est pas du tout faire preuve de mystique ou faire preuve d'une sorte de négation de la croissance, de la pensée rationnelle. C'est exactement l'inverse. Je crois que la décroissance matérielle, elle est aujourd'hui vitale, juste vitale. Évidemment, ça ne veut pas forcément dire une régression, parce qu'en parallèle d'une décroissance matérielle, on peut en croître infiniment dans le champ spirituel, dans le champ artistique, dans le champ scientifique, dans le champ amoureux. Enfin, on peut croître partout, en fait, où il ne s'agit pas de produire des biens. Mais ne croyez surtout pas qu'un miracle technologique va nous sauver. Ça ne peut pas arriver. Vous savez, les voitures électriques, par exemple, elles consomment un tout petit peu moins, enfin, leur impact écologique est un tout petit peu plus faible que les voitures thermiques, à peine, hein, mais c'est un tout petit peu mieux. En fait, quand est-ce qu'on va commencer à en acheter? Quand elles coûteront moins cher. Tant qu'elles coûteront plus cher, on n'en achètera pas. Quand elles coûteront moins cher, on va commencer à en acheter. Mais parce qu'elles coûteront moins cher, on en achètera beaucoup plus que des voitures thermiques. Donc le tout petit gain écologique qui était associé au fait que ça polluait un peu moins sera immédiatement surcompensé par le fait qu'on en achètera beaucoup plus. Et à la fin, ça sera forcément moins bon. Donc ce n'est pas un problème technique. Le problème n'est pas de trouver des énergies propres. Le problème est de complètement repenser notre rapport au monde. Et franchement, quand on entend ce qui se passe ce soir, il me semble qu'on a la preuve par les faits que la réjouissance n'est pas forcément matérielle.
nous allons essayer de faire encore un peu plus danser la planète. Je vais vous demander de tourner le dos à la scène, s'il vous plaît. Voilà. Des chanteurs vus de dos, c'est pas mal aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser à Aurélien? Il y avait encore une main levée ici, voilà, c'est parti. Un jour, j'ai écouté le philosophe Jacques Derrida, que j'adore, raconter le pire moment de sa vie. Et le pire moment de sa vie, c'est quand il devait parler en alternance avec un musicien. Parce qu'il disait que c'était tellement extraordinaire la musique que quoi que je raconte, c'était juste une offense en fait à la beauté de ce qui m'entourait. Oui, mais on est relié par beaucoup plus de choses que la simple amour de la musique. Il y a aussi l'amour des étoiles et puis la défense du climat. Donc je trouve qu'au contraire, ça va très bien. Donc une question... Ici, voilà, allons-y. Bonsoir. Alors, vous avez dit que les petits gestes ne font pas grand-chose. Donc, en tant qu'individu,
qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la meilleure chose à faire quotidiennement? Non, mais bien sûr, les petits gestes, ils sont très louables. D'abord parce qu'ils permettent de diminuer la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils nous mettent en accord avec nous-mêmes. Ensuite, ils ont un impact qui est relativement mineur, mais c'est déjà pas mal. Et puis, surtout, je pense qu'ils nous mettent dans un état d'esprit qui ouvre à ce qui est peut-être plus important. Et ce qui est plus important, à mon avis, c'est vraiment de revoir notre être au monde, notre manière d'habiter l'espace. Et ça dépasse un peu les petits gestes, parce que là, ce qui est en jeu, finalement, c'est de redéfinir fondamentalement ce que sont nos attentes, ce que sont nos coopérations et ce qu'est même notre ontologie, c'est-à-dire notre être en tant qu'être. Par exemple, nous, humains occidentaux du XXIe siècle, on a tendance à se penser dans un rapport d'extériorité à la nature. Pour certains, ça sera un rapport conflictuel, pour d'autres, ça sera un rapport amical. Mais le geste le plus grand qu'on puisse faire, c'est de se repenser comme étant une partie de la nature. Un bel exemple de ça, ce sont les réserves naturelles, par exemple. Les réserves naturelles, elles sont souhaitables. À court terme, on sauve les meubles, comment être contre? Mais l'idée même de réserve naturelle est complètement dingue quand on y pense. Ça veut dire qu'on prend des microcosmes comme ça, des petits îlots, des Disney World, et on dit là, la nature a le droit d'exister. Mais c'est complètement dingue. La nature, ça devrait être la Terre, la réserve, ça devrait être la Terre, avec éventuellement des microcosmes du bris industriel. Donc ce qui est important, je crois, c'est de complètement renverser le rapport de normalité. Et finalement, en y réfléchissant, je crois que le geste philosophique est presque plus performatif, c'est-à-dire a un effet presque plus grand sur le réel que la petite privation qui est bienvenue, hein, parce que et de toute façon, le geste fondamental dans les petites choses, c'est pas, à mon avis, de choisir des choses estampillées green, etc. C'est juste de consommer moins. Le plus gros impact qu'on puisse avoir, c'est de diminuer la consommation et non pas de réorienter la consommation. Il n'y a pas d'autre geste plus vertueux que finalement de décider de ne pas remplacer ou de se priver de certains artefacts qui nous tentent, hein, bien sûr. Voilà, moi aussi, j'ai mon téléphone portable qui est là et j'aurais du mal à m'en passer. Donc on est tous victimes de ça. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de redéfinir notre manière d'habiter l'espace pour faire émerger de nouvelles collaborations, éventuellement même interspécistes. C'est-à-dire que nous nous sommes pensés, non seulement, je le disais, en rupture avec la nature, mais même en discontinuité radicale avec les animaux. À tel point que beaucoup de gens nous disent « Oh, vous savez, c'est pas la fin du monde, c'est que la fin de l'humanité ». Non mais attendez, on va entraîner avec nous des millions d'espèces vivantes, on tue chaque année 1000 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables, et certains nous disent bah, ce n'est que la fin de l'humanité. Ils ont juste oublié que les vivants non humains existent. Et c'est ça, je pense, le plus grand geste à faire. Parce que dès lors qu'on a pris conscience que ces gens, finalement, ces individus, ces vivants sont là, ben, on se rend compte que quand on construit une maison, c'est pas un territoire vierge. En réalité, l'espace est déjà habité. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut renoncer. Bien sûr qu'il faut construire des maisons et qu'il faut que les gens se logent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a toute une manière de repenser le territoire dans une optique qui n'est plus uniquement une logique d'appropriation et d'exploitation de la nature en tant que ressource, mais en tant qu'être valant pour elle-même, je crois. Sagesse
une des merveilles de cette chorale de Sorbonne Université, c'est qu'elle réunit des étudiants de tous les pays du monde et qui nous rapportent des informations sur la situation climatique et environnementale dans chacun de leurs pays. Je vous demande d'accueillir Mélissa qui va vous parler de la situation à l'île Maurice. Maurice, mon île, mon pays au sein duquel j'ai grandi. Mon petit paradis sur terre, comme certains te nomment. J'ai plongé dans tes eaux cristallines, habité de mille et une créatures colorées. Lorsque j'allais en mer, en bateau de fond de verre, j'admirais tes poissons, tortues et coraux qui vibraient d'harmonie et de vert. J'ai connu tes belles plages de sable blanc, que les agences de voyage savent si bien mettre en avant. Maurice, aujourd'hui tu n'es plus la même. Tu as évolué, mais tu as aussi beaucoup perdu de ta nature, de ta faune et de ta flore. Tes espèces endémiques disparaissent un peu plus chaque jour. Ton eau se trouble de par l'essence de nos bateaux. Ta biodiversité s'évapore aussi vite que la pluie sur le bitume brûlant en plein été. La montagne de déchets continue d'envahir et d'empester Marchicose. Tes aînés ont même rouvert la chasse à la baleine, qui viennent mettre au monde leurs bébés dans tes eaux chaudes. Les constructions d'hôtels et de centres commerciaux continuent à te ronger les côtes. Et par endroits, les coraux, coquillages, autrefois si colorés, font place à une étendue de cailloux blancs, sans vie et suivis d'algues de pollution. Mais ce n'est pas de ta faute, Maurice. Ce sont tes enfants que tu as vus grandir, que tu as élevés et qui ne savent pas prendre soin de toi en retour. Ce peuple, venant de tous les horizons, à la fois si fier de t'appartenir, mais si peu réactif face aux dangers qui t'attendent. Tout n'est pas perdu, Maurice. Certains de tes cadets se réveillent et commencent à exprimer leur frustration au sein de la capitale. Leurs voix résonnent, font écho, et Port-Louis devient aujourd'hui le symbole de la prise de parole. D'autres mènent des mouvements pour le développement durable, la mode responsable, le tri des déchets et la protection de tes plages. Je sais que ce ne sont que des balbutiements pour le moment, Maurice, mais ne perds pas confiance en nous. Il nous reste beaucoup de travail à mener, de ce qui est comme l'éducation, la liberté de parole, mais aussi le tourisme vert et surtout responsable. Maurice, tu demeures notre île, le pays au sein duquel nous avons grandi. Nous maintiendrons ton titre de petit paradis sur terre et nous te rendrons tout l'amour à travers lequel tu nous as unis. Merci beaucoup.
Nous avons donc des étudiants de tous les pays du monde. Nous avons Soumeya qui arrive d'Inde et je vais lui demander de se mettre à côté d'Aurélien pour prendre la parole. Ce sera tellement plus sympathique. Voilà, tu peux lui passer un micro. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui pour vous faire part de la situation climatique de mon pays d'origine qui est l'Inde. Mon pays est frappé par la sécheresse climatique. La crise est telle qu'elle ne cause pas seulement des ravages naturels ou matériels. Aujourd'hui, sur la scène internationale, le réchauffement climatique enlève des vies humaines. En effet, la sécheresse des terres indiennes impacte le rendement des cultures et provoque d'importants taux de surendettement, si bien que les habitants ne trouvent plus aucune solution pour s'en sortir que la plus malheureuse, celle de mettre fin à ces jours. En quelques chiffres, en mars dernier, ils étaient 30 000 à manifester pour dénoncer cette situation absolument navrante. Ils étaient près de 200 000 à vouloir y participer jeudi et vendredi dernier, tant la crise est devenue catastrophique. Nous avons près de 15 000 suicides par an, soit concrètement près de 1 200 par mois ou 42 par jour. Les nombreux territoires indiens touchés par le changement climatique ne vivent plus qu'au rythme des suicides à cause du surendettement. Ce sont aujourd'hui des vies qui sont anéanties, des familles qui sont déchirées, décimées et des enfants, des orphelins qui crient famine dans les rues à cause de la sécheresse climatique. On pourrait penser que la situation aujourd'hui est à son paroxysme, mais on le sait, le réchauffement climatique, lui, continuera si l'on n'agit pas. Ce sont alors de magnifiques terres indiennes qui seront anéanties et nous aurons des pertes humaines de masse causées par le suicide ou bien la famine. C'est face à cette situation absolument critique que je vous demande d'agir, de tendre la main pour à la fois sauver le monde et des vies. Je vous remercie. Le micro. Merci Soumeya. Je voudrais dédier le prochain chant à 2 personnes. Le premier, c'est monsieur Yann Arthus Bertrand qui est en train d'arriver et dont les images vont être diffusées dans le prochain clip. Et la deuxième personne, c'est Élodie Massé à qui l'on doit la chorégraphie Petit cœur bleu que vous allez voir. On les applaudit bien fort.
Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Yann Arthus-Bertrand. Je suis désolé, j'arrive un petit peu en retard, mais j'étais avec les Chaka Ponk. Vous connaissez les Chaka Ponk? Voilà, j'étais avec eux, ils ont fait un truc qui s'appelle les Fricks. Et c'est les gens on a décidé chacun de faire un geste pour la planète. Donc j'ai été discuter avec eux. C'est pas du tout la même musique, hein, voilà. C'est très rock. Et j'étais avec Nicolas Hulot et on parlait justement d'environnement et d'écologie sur comment dire ça, sur cette prise de conscience qu'on a tous quelque chose à faire et qu'il n'y a pas de lobby qui nous oblige d'acheter les produits qu'on n'a pas envie d'acheter. Souvent des produits dont on n'a pas l'argent, on n'a même pas l'envie, mais qu'on les achète parce que cette religion de la croissance, voilà, on dépend tous de ça, et que voilà, on peut tous faire quelque chose, non pas pour la planète, mais pour nos enfants. Parce que vous savez qu'on dit toujours, on fait ça pour nos enfants, c'est quelque chose qui est très vrai aujourd'hui, parce on dit qu'en 2100, la Terre ne sera plus viable pour nos enfants. Vous savez qu'on vit aujourd'hui, il y a 80, 100 ans, donc nos enfants vivront ce moment difficile. Voilà, c'est tout. Il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. On a besoin d'action, on a besoin d'amour, on a besoin de partager, on a besoin de gens qui s'engagent, et de gens qui comprennent que c'est un moment crucial de notre existence, un moment passionnant. Et vivons ce moment passionnant ensemble en faisant tous quelque chose. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'aimerais profiter de la présence de Yann pour vous dire que vous savez son engagement pour la planète, mais il est également aussi beaucoup engagé pour la cause des femmes. Et je vais demander si André est prêt là-haut. Olivier Leçon, c'est bon? Je te redonne la parole. Oui, depuis 3 ans, nous travaillons sur un film qui s'appelle Woman. Nous avons fait 3000 interviews de femmes dans le monde. C'est un projet extraordinaire. Et en parlant d'écologie et d'environnement, ce qui est formidable, c'est que toutes les héroïnes, les héros de l'environnement sont des femmes. Carlson, qui a déclaré que le DDT était mauvais dans les années 60 aux États-Unis, Vandana Shiva, Jane Goodall, je peux faire une grande liste, que ce sont les femmes, que les femmes ont cette capacité, je pense, de protéger leur famille d'une façon plus efficace que les hommes. Voilà, donc c'est un film qui va sortir à la fin de l'année et que vous allez voir maintenant un petit teaser qui va vous le présenter. C'est un film très émouvant et formidable. Voilà, vive les femmes. I am a creative woman. I am a wild woman. Me siento una mujer. Simplă și complicată. I'm a happy, strong, crazy woman. Ako ay isang matiisin na babae. Uma mulher atrevida. Ben savaşçı bir kadınım. Dinamique. Fierce. Seule. Mi-ar trebui o zi întreagă ca să vă spun jumătate din calitățile pe care le am. Tu es fière de moi? Je me regarde, je dis mais dis donc, mais je suis belle. Pourquoi est-ce que je doute? Vi el inodoro lleno de un rojo carmín. ¡Mamá! ¡Ya me bajó! I had my first orgasm and thought I was having a brain hemorrhage because it was just woo! I saw this little tiny heartbeat and this little bean that was in there, and I was like, wow. And that was really, it's really real. There's somebody there. On me disait pousse, je pousse, on me disait respire, je respire. J'avais le contrôle. Siitä oikeastaan lähti mun naiseksi kasvaminen, kun mä sain sen esityksen. Like, do hindi ko pala kahambal, hindi ko ka-express kaya syempre, do ko sa baga ang ginambal na nga love at first sight lahat. You boost me out. Pues ya me hace sentirme bonita. My husband told me, well, look at yourself in the mirror. And then you'll know why I'm not attracted to you anymore. Sen benden ne istiyorsun kadınım diye. Senin fazlalığın gibi bana diyebilir misin ki benim senden fazlalığım budur. It didn't take me long to realize that I would die in this relationship. If I didn't leave, I would die. The bravest thing I've done was to stand in front of an audience and say, I'm a survivor of sexual violence and human trafficking.
forward gid ako nga babae. Iti siyempre, kung hindi ko pag-i-voice out, kag pakita ang ako niya kapasidad. Women have opened their eyes. The women will fight for their rights. Ma che vuoi, sì. Mutta just det att no falli vid uppemento aimuskilta sig. Sortie prévue automne 2019, ne manquez pas. Ok, nous allons repartir dans le réchauffement climatique avec un morceau pas vraiment accusateur, un tout petit peu, mais ça chauffe beaucoup.
Est-ce que vous avez des questions pour Yann ou pour Aurélien? Oui, une question ici. Bonsoir. 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 Il y a une équation qui me taraude beaucoup l'esprit, et je voudrais vous la soumettre. Quel équilibre de déséquilibre vous entrevoyez, on entrevoit, j'entrevois, entre le progrès et la technologie? Merci. Mais moi, je pense que... Alors, comme il y avait le mot équation, je suppose que c'était pour moi, mais finalement, ça ne se met pas en équation, ces choses-là, parce que, justement, il n'y a pas de lien bijectif, il n'y a pas de lien isomorphe, diraient les mathématiciens, entre les deux. Finalement, le progrès, c'est une notion compliquée, parce que, évidemment qu'il y a des choses vis-à-vis desquelles on n'aimerait pas revenir en arrière. Quand on va chez le dentiste, on est quand même bien content que l'anesthésie ait été inventée, n'est-ce pas? Et ça, il ne s'agit pas de le nier. Et en même temps, il y a toujours, comme disait Bruno Latour, le sociologue et anthropologue, quelque chose d'un peu colonialiste dans l'idée de progrès. Parce que dans l'idée de progrès, il n'y a pas seulement l'évolution, il y a l'évolution orientée dans le bon sens. Et le bon sens, il est toujours unique quand on parle de progrès. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se réapproprier l'idée, évidemment, d'un transformisme, d'une évolution, d'un futur, parce que rien ne serait pire que de demeurer statique, mais de le faire avec une sorte de diffraction des progrès qui envisage précisément à ce qu'il puisse y avoir un avenir amélioratif non nécessairement lié à la technologie. J'ai pas tout compris ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que c'est que le progrès? C'est vrai qu'on vit dans un monde où on vit plus vieux, il y a moins de mortalité infantile, on est tous beaucoup plus riches. Avant, il y avait une personne sur 9 qui avait faim sur la planète. Aujourd'hui, c'est une personne sur 3. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux. Moi, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 600 millions. Ce n'est pas que de ma faute. Vraiment, voilà. Et notre façon de vivre est en train de tuer la vie sur Terre. Et aujourd'hui, j'ai tellement parlé de tout ça, j'ai tellement dit de choses que je suis sec là-dessus. J'ai l'impression que les mots que je dis sont des mots qui n'ont plus de sens. Et que ces mots ne nous touchent plus parce qu'on ne veut pas croire ce qu'on sait tous. On ne veut pas y croire. Voilà. Est-ce que tout le monde mange bio ici? Est-ce que tout le monde ne mange pas de viande ici? Est-ce que tout le monde essaye de ne pas prendre l'avion? Je ne suis pas la bonne personne pour le dire, je sais. Mais cette réflexion évidente, si on mangeait tous bio, il n'y aurait pas de Monsanto. C'est tout simple. C'est toujours la faute des autres. Donc, à un moment, il y a une façon de... Le progrès, c'est moi. Le bon sens, c'est moi. Et ce qui se passe en ce moment, c'est moi, c'est pas les autres. Et c'est pas facile à le comprendre. Et ce qui m'étonne le plus, c'est cette banalité du mal qu'on accepte au quotidien. On accepte les abattoirs. Si vous allez tous visiter un abattoir, moi j'ai mangé de la viande très longtemps, donc je suis comme tout le monde, mais aujourd'hui, quand on voit les images de l'abattoir, on ne doit plus manger de viande, c'est évident, le respect. Et puis, j'étais l'autre jour aux Nations Unies pour parler de Woman, et il y avait une réunion juste avant moi je mélange un petit peu tout, je suis désolé, mais parle de bon sens, il y avait une réunion sur la sécurité sur le Yémen avec le Conseil de sécurité, avec les Français qui ont fait partie du Conseil de sécurité, et on était en train de discuter d'arrêter les bombardements au Vietnam, au Yémen. Mais qui vend les avions pour bombarder le Yémen? Nous, la France. On est le pays des droits de l'homme, le pays des ONG, et aussi le 3e vendeur d'armes au monde. Alors cette banalité du mal, je ne la supporte plus, je ne veux plus le voir. Et je pense qu'on peut tous changer les choses, et cette façon, il faut savoir refuser, et voilà, peut-être faire une révolution. Voilà, la révolution, je ne sais pas laquelle il faut faire. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, sûrement pas, mais en tout cas, je suis un écolo un peu perdu, qui ne sait pas très bien où on va, mais je me dis, voilà, la seule chose, essayons moi de faire ce que je peux, et que je pense que tout le monde peut faire quelque chose ici. Et de faire quelque chose, agir, ça nous rend heureux. Je suis persuadé que tous les efforts qu'on fait nous aident à nous aider. Tu es d'accord avec moi ou pas? Bon, il est d'accord avec moi. Bon. J'ai beaucoup de respect pour lui, il est brillantissime. Voilà, je t'embrasse. Je vous embrasse tous d'ailleurs.
Effectivement, à la clé des chants, on n'a pas forcément les mots, mais on a les notes. Et donc, on va vous faire un chant qui s'appelle Too Hot. Je vous présente Melvin et Bach.
Melvin. Mais Bach ne fait pas que chanter, il va vous parler un tout petit peu de la pollution dans son pays. Bon, je commence. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Bach Nguyen, étudiant vietnamien à la Sorbonne Université, et je suis actuellement interne en pharmacologie à l'hôpital Cochin. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter ce soir la situation environnementale du Vietnam, enfin mon pays d'origine. Et pour me renseigner, en fait, j'ai interrogé mon co-interne à l'hôpital qui vient de passer ses vacances pendant une semaine à Saigon, et pour savoir comment il trouvait le pays. Et voici la pression, sa réponse là. Quelle ville du plastique, il m'a dit. Oh là là. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait ses courses, le vendeur lui a donné un ou plusieurs sacs plastiques. Et de plus, il trouvait qu'il y avait partout des déchets en plastique, devant les écoles, dans les rues, sur le trottoir. Et en fait, malgré les politiques du gouvernemental pour arrêter la consommation du sac plastique, il n'est vraiment pas facile de limiter sa production. Pour des raisons financières, nous ne sommes pas capables de trouver une alternative idéale, ni de détruire écologiquement ces déchets. Et on a tenté de remplacer par d'autres matériaux tels que du papier ou de la fibre, dont l'efficacité n'a pas encore été montrée en fait. Et la seule solution proposée est de de réutiliser ou de recycler ces plastiques, ce qui n'empêche pas du tout l'accumulation de ces derniers. Et en fait, en qualité de professionnel de la santé du Vietnam, bien sûr, je cherche à savoir les effets du plastique sur le corps humain. Et finalement, cela m'a amené à des endroits appelés les villages du cancer, dont 51 ont été découverts depuis 2011. Et il est démontré que les concentrations des produits toxiques tels que le phénol, l'arsenic et le manganèse dans des sources d'eau autour de ces villages peuvent aller jusqu'à des milliers de fois des concentrations maximales admissibles et de plus de 1000 décès par an dans chacun de ces villages. Par an, je répète. Et alors, une grande campagne a été menée en ciblant prioritairement la purification et ou le remplacement des sources d'eau pour contribuer à sauver les habitants concernés. Et pour terminer, même s'il n'est pas facile de régler tous ces problèmes environnementaux, nous travaillons activement afin de trouver les meilleures solutions pour protéger notre pays contre ces effets néfastes. Je vous remercie de votre attention. Chers amis, est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Très bien. On vous aime. Alors, nous allons terminer avec un morceau qui traite de la pollution lumineuse que vous allez voir en clip. Donc, c'est un morceau de Queen qui s'appelle Barcelona.
Merci à tous. C'était le chœur et orchestre de la Clé des Champs ensemble. Salut. À la direction, Benoît Rives. Merci. Un immense merci à Aurélien Barraud et à Yann Arthus Bertrand pour leur participation. Merci, vous avez été géniaux. Formidable. Il y a encore tellement à faire. Je crois que les discours qu'ils ont tenus se passent de commentaires. Et je pense qu'il faudrait maintenant tous s'allier pour mettre nos différentes compétences au service de cette cause commune. Merci beaucoup à tous. Et nous allons faire les saluts, s'il vous plaît. Vous réapplaudissez. Merci. Et l'orchestre, s'il vous plaît, levez-vous, messieurs, dames. Je remercie encore une fois Sorbonne Université qui nous permet d'avoir l'opportunité de créer des événements qui rencontrent à la fois la science, la culture et la société. C'est pour nous un immense honneur de pouvoir faire ces performances qui font, on espère, avancer un petit peu les consciences. Merci à tous et à très bientôt.
Toro.